Mon sentiment, c'est que nous vivons dans un monde où plus le droit va dans le sens de la protection des civils, plus les guerres vont attaquer les civils. En fait, dans la plupart des conflits, à l'exception de l'Ukraine, aujourd'hui, plus de 90% des victimes sont des civils. Alors même qu'avec le protocole de Genève, nous avons été dans l'autre sens, celui d'une distinction que Clausewitz nous avait instruit il y a déjà un siècle et demi, de différencier les gens de guerre des civils. Eh bien, ce que nous voyons un peu dans tous les conflits, et croyez-moi, j'en ai fait quelques-uns dans ma vie, c'est que la plupart des gens qui sont civils, lors de l'invasion israélienne du Liban, mon pays, en 1982, il y a eu 17 000 morts. On imagine qu'il y avait 15 000 civils sur les 17 000. Dans la guerre civile syrienne qui ne s'est même pas terminée, il y a à peu près 400 000 morts, parmi lesquels il y a plus de 350 000 civils. Donc nous sommes dans une phase où l'humanité doit se poser vraiment la question si véritablement il y a encore une différence entre une cible civile et une cible militaire. Et malheureusement, dans la plupart des conflits, cette différence est en train de disparaître. Et juste comment vous expliquez cela? J'explique cela d'abord par le fait que, les militaires se défendent mieux. Donc les civils sont ce qu'on appelle des soft targets, des choses qu'on peut attaquer plus facilement. Deuxièmement, par le fait qu'il y a une multitude aujourd'hui à travers le monde. Regardez ce qui arrive au Sahel, par exemple, mais également au Proche-Orient, également en Irak, etc. Vous avez aujourd'hui une multitude de groupes armés non étatiques, donc qui ne sont pas engagés, qui n'ont pris aucun engagement par rapport au droit international et qui agissent pratiquement en toute liberté et qui, eux, ne font aucune distinction entre civils et militaires. Au contraire, parfois, ils vont, comme c'était le cas de Daesh, jusqu'à viser plus particulièrement encore les civils. Donc, nous sommes dans une phase où les acteurs, la différence dans les acteurs entre militaires et civils est en train de changer. Le terrain, Clausewitz nous avait dit, il y a le terrain de guerre et il y a les régions de paix. Eh bien, cette distinction est en train aussi de disparaître puisque les attaques ont lieu partout. Et ensuite, le temps de guerre et le temps de paix ne sont pas respectés par les acteurs d'aujourd'hui. Donc, les trois grandes distinctions sur lesquelles l'idée même de la guerre a été définie au cours du 19e et 20e siècle est en train de disparaître sous nos yeux. Juste pour préciser, la barbarie de Hamas, pour vous, donc, n'est pas singulière. Non. Malheureusement, l'humanité devient de plus en plus barbare. Malheureusement, on a vu... Rappelez-vous, moi j'avais vu les autorités américaines au début de juillet 2014, le président Obama lui-même, et il ne voulait pas intervenir contre Daesh. Il y a eu un acte de décapitation d'un otage américain et toute l'opinion américaine a changé et la position de Obama a changé. Donc les actes de barbarie sont quelquefois des actes pensés pour susciter une réaction de l'autre partie. Et la réaction, elle vient, puisque aujourd'hui, des hauts dirigeants d'Israël parlent de pogrom, de génocide, voire même évoquent la Shoah. Est-ce qu'il faut convoquer ce genre de référentiel? C'est dans la logique des choses. Mais malheureusement, le conflit israélo-palestinien n'est pas spécifique en cette matière. N'est pas spécifique. Il y a aujourd'hui énormément de conflits. Le problème est le suivant. Il est politique d'abord. Il y a eu un pari qui a été pris, selon lequel moins on laisse la Cisjordanie et Gaza interagir, plus on fait disparaître le rêve des deux États, et plus les Palestiniens se résignent. C'est un pari qui a été perdu. Plus ils étaient dans le désespoir de voir les deux États, plus ils se radicalisaient. Donc, il faut peut-être revoir l'analyse politique sur laquelle... Je vois les médias qui s'occupent des services de renseignement, comme si tout le monde était un spécialiste du renseignement. Le renseignement est une profession extrêmement technique. Tout le monde ne peut pas en parler. Et il y aura une commission d'enquête en Israël, certainement, qui dévoilera qui a dit quoi à qui, à quel moment. Sur les faillites, hein. C'est le pari politique qui a été pris, que les Palestiniens oublient leurs droits politiques, qui est un pari qui a été perdu. C'est ça le pari fondamental. Vous l'aviez senti, vous? Vous l'aviez analysé comme tel? Oui, madame. Mais qui écoutait? Le problème, c'est que quand les gens sont en bonne santé, ils ne prennent pas de médicaments. Quand il y a la paix, il n'y a personne
qui veut parler des conflits à venir. Alors hier, le président américain a pris la parole, il a donné son blanc-seing pour une attaque terrestre. Est-ce que pour vous, c'est une bonne réponse? Benjamin Netanyahou dit qu'il faut raser... Moi, je lis la presse israélienne aujourd'hui qui est en train de dire à Netanyahou, ne fais pas cette bêtise, n'entre pas dans Gaza. Qu'est-ce que ça va ajouter? Le Gaza est déjà à moitié détruite. Si l'armée israélienne y entre, le vrai problème aujourd'hui encore n'est plus à Gaza. Gaza est à passer par perte et profit. Tout le monde sait qu'il va y avoir une réaction violente contre Gaza. Et elle a commencé d'ailleurs dès le premier jour. Le problème aujourd'hui, c'est l'extension potentielle du conflit. C'est un conflit qui, jusqu'ici, oppose Israël à Gaza. Mais il y a d'autres lieux où ce conflit peut s'étendre. Et là, c'est une autre affaire. Oui, mais d'abord, avant l'extension, la lutte contre le terrorisme du Hamas, elle est légitime. Bien sûr. Voilà, donc, et effectivement, les officiels israéliens... Et la lutte des Palestiniens pour avoir un État est également légitime. Et vous dites que l'offensive terrestre n'éradiquera pas le Hamas. Non. Ou créera une autre organisation. Parce que c'est le pari politique qui a été perdu. Ce n'est pas une simple erreur de l'enseignement. Il y a un pari politique qui a été fait de séparer la Cisjordanie et Gaza et d'acheter la résignation des gens de Gaza en leur offrant à peu près quelques centaines de travaux quotidiens qu'ils allaient faire en Israël. Mais l'humanitaire ne fonctionne jamais comme cache-sexe à l'impotence politique. Quand il y a un pari politique qui a été pris... Mais là, ce n'est pas le temps du pari politique. Là, on ne peut pas. Il y a eu un pari politique. Mais aujourd'hui, la négociation n'est pas possible. Là, on ne peut pas. Aujourd'hui, la négociation n'est pas possible. Donc, quelle autre solution il y a alors après? Aujourd'hui, il n'y a pas de solution. D'accord. Il faut avoir le courage et l'humilité de l'avouer. Il n'y a pas de solution aujourd'hui magique qu'on peut trouver à ce conflit. Alors l'actualité ce matin, ce sont aussi les nouveaux bombardements qui ont lieu dans le sud du Liban. Est-ce que vous avez des nouvelles de la situation sur place? Vous parliez de l'extension. La diplomatie, je crois savoir que la diplomatie a commencé dès le samedi matin pour tenter de ne pas laisser ce conflit. La France y a été associée. Ce conflit s'étendre au-delà de Gaza. Il peut s'étendre dans différentes directions. Il peut d'abord s'étendre dans une région qui est extrêmement tendue à l'heure actuelle, qui est la Cisjordanie, où il y a une tension qui dure depuis au moins le début de l'année entre les colons de plus en plus armés et les habitants de Cisjordanie, qui voient bien ce qui arrive à Gaza, qui peuvent être tentés de se solidariser avec Gaza, où les colons peuvent se venger sur des civils palestiniens en Cisjordanie. Le premier terrain sur lequel il faut penser, c'est la Cisjordanie. Le second, bien entendu, c'est le front nord. Le front nord, c'est la Syrie et le Liban. Il est vrai que tous les jours, depuis samedi matin, il y a eu des escarmouches sur la frontière israélo-libanaise, généralement par des Palestiniens vivant au Liban plutôt que par le Hezbollah, contrairement à ce que je lis à droite et à gauche. Et deuxièmement, il y a eu ce matin quelque chose du côté syrien aussi. Je dois dire que la diplomatie a jusqu'ici, qui est une diplomatie extrêmement intense qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais une diplomatie très intense, a réussi jusqu'ici à circonscrire et à transmettre des messages de part et d'autre, presque heure après heure, pour tenter à chaque fois de limiter ou disons d'éviter un mauvais calcul, que l'autre partie ne considère pas que c'est les débuts, etc. Bon, jusqu'ici, elle a pu. Mais c'est un peu comme un barrage. Il y a un moment où l'eau devient trop lourde, où un mauvais calcul peut être fait de part ou d'autre. Mais jusqu'ici, je salue le fait que la diplomatie a réussi pendant 4 jours à limiter cette possible extension.